Les États-Unis sont désormais seuls au premier rang des puissances mondiales. Ils disposent de tous les attributs de la puissance, le militaire, l'économique, le monétaire, la technologie, le culturel. Alors la politique étrangère américaine doit désormais servir à un but, pérenniser cette situation. Alors avec des chiffres qui seront des ordres de grandeur, je vais aujourd'hui préciser les instruments de la politique extérieure américaine, c'est-à-dire indiquer à quoi on reconnaît la puissance. Le premier instrument qui aide à mesurer la puissance, c'est le déploiement militaire. Les États-Unis ont gagné la guerre froide et pourtant, l'OTAN qu'ils ont créée avec les Européens en 1949, justement à cause de la guerre froide, l'OTAN existe toujours. Et les forces américaines se maintiennent à l'extérieur de leur territoire. On assiste à des dégraissages, mais les positions ont assez peu évolué. En 1985, 500 000 soldats américains étaient prépositionnés à travers le monde. Aujourd'hui, ils sont 200 000. 100 000 en Europe et 100 000 en Asie-Pacifique. Seules les bases des Philippines ont totalement été fermées. Dans le golfe arabo-persique, les forces américaines tournent autour de 15 000 hommes. Ceci est évidemment lié à la tension avec l'Irak, mais aussi à la proximité d'Israël, dont les États-Unis sont le principal allié. À cela s'ajoute enfin la volonté de garantir la sûreté des approvisionnements énergétiques. Je vous rappelle que le Moyen-Orient détient à lui seul 66% des réserves mondiales de pétrole. Mais depuis la fin de la guerre froide, la dimension économique de la suprématie américaine prend de plus en plus de place. C'est là notre deuxième instrument de mesure de la puissance. Alors si on veut avoir un tableau un petit peu global de la puissance commerciale des États-Unis, sachez qu'ils représentent plus de 50% des importations du Canada et du Mexique, entre 25 et 50% des importations du Venezuela et du Pérou, autour de 20% de celles du Brésil et de l'Argentine, autour de 10% de la Chine, de l'Indonésie, de l'Inde, du Nigeria, de l'Afrique du Sud ou du Royaume-Uni. Je vous rappelle que les États-Unis sont le premier exportateur au monde. Maintenant, si on raisonne en termes d'investissement, on voit 4 grandes zones dans le monde. D'abord, la zone où les États-Unis investissent le plus, soit plus de 50 milliards de dollars, le Canada, le Royaume-Uni. Une deuxième zone où sont investis entre 20 et 50 milliards de dollars, la France, l'Allemagne, l'Australie par exemple. Un troisième groupe de pays où les Américains ont investi entre 5 et 20 milliards de dollars, Mexique, Brésil, Italie, Indonésie. Et la quatrième zone se lie d'elle-même. C'est celle où les États-Unis investissent moins de 5 milliards de dollars. Alors cette carte des investissements directs est intéressante, car elle indique où sont les intérêts américains dans le monde. En 1995, sur les 700 milliards de dollars américains investis dans le monde, la moitié l'était en Europe. Alors qu'au contraire, les capitaux américains se portent peu sur le continent africain, même si les États-Unis cherchent sur ce continent à promouvoir la démocratie, ou plus exactement la démocratie de marché, c'est-à-dire favoriser le décollage économique, car ils sont intéressés par les ressources minières et par les marchés émergents. Et puis il y a ce qu'on ne voit pas, la puissance immatérielle, l'influence, car pour renforcer ses positions ou en préparer de nouvelles, les États-Unis peuvent s'appuyer aussi sur la langue, sur les images et leur diffusion. Car l'anglais est le véhicule du commerce mondial, donc l'aide à la pénétration des marchés. Et l'image, fabriquée aux États-Unis, qu'elle soit vendue ou diffusée par satellite, est présente dans le monde entier. Les États-Unis sont-ils vraiment dans la mondialisation? Non, les États-Unis sont la mondialisation. Donc suprématie militaire, domination économique, commerciale, culturelle. Est-ce que ces instruments fondent une vision du monde ou en sont la conséquence? Alors plaçons-nous maintenant à Washington pour voir comment se déroule une vision américano-centrée du monde. D'abord les voisins proches. Au nord, un pays sans problème, le Canada, qui fait l'essentiel de ses échanges avec les États-Unis et qui fait partie de la même alliance stratégique, l'OTAN. Au sud, le Mexique, un début de tiers-monde à la frontière des États-Unis. Le Mexique pose un gros problème d'émigration économique,
mais offre un marché consommateur de près de 100 millions d'habitants. États-Unis, Canada, Mexique, les trois pays ont formé en 1992 une zone de libre-échange, l'ALENA. Sur la frontière sud des États-Unis commence l'Amérique latine. Là, dans les années 90, se consolident les régimes démocratiques. Washington peut dialoguer avec 4 puissances régionales, le Mexique, le Chili, l'Argentine, le Brésil, et former peu à peu un grand marché sud-américain. Mais, revers du libre-échange, la circulation de la drogue pose aux États-Unis une vraie question de sécurité nationale, dans la mesure où les Américains sont les premiers consommateurs mondiaux de cocaïne. À l'ouest, l'Asie-Pacifique. Washington tente de maintenir un équilibre entre les puissances régionales, Delhi, Pékin, Tokyo, avec des sous-problèmes, comme la question nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. Face à la Chine, les intérêts américains sont contradictoires. La Chine est à la fois un marché porteur, un concurrent futur et un probable facteur d'instabilité régionale, voire mondiale, d'ici quelques années. Le Pentagone estime que la Chine pourrait devenir un concurrent militaire des États-Unis après 2015. Le Japon est parmi les premiers investisseurs étrangers aux États-Unis et un très gros détenteur des bons du Trésor américain. Mais il a, avec les États-Unis, un tel excédent commercial que cela génère de régulières tensions, alors que les deux pays sont de proches alliés. À l'Est, l'Europe. L'Europe, pour Washington, est devenue un sacré concurrent économique, mais elle est en même temps le premier récipiendaire des investissements américains et un allié stratégique tout à fait central. Car c'est bien avec les pays européens que les États-Unis s'apprêtent à étendre l'OTAN plus à l'Est. Voilà qui nous conduit directement aux frontières de la Russie. Vis-à-vis de la Russie, la priorité, c'est la stabilité. Nucléaire avant tout, et si possible économique et monétaire. Et peu importe les guerres en Tchétchénie, la faiblesse du président russe ou le capitalisme mafieux. Aider à la stabilité d'un côté, mais tenter de contrôler l'influence de l'autre. D'où en 1999 une extension de l'OTAN jusqu'à la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. Sur le flanc sud, les investissements américains se multiplient dans les pétroles de la mer Caspienne, en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, au Turkménistan. Les Américains cherchent à favoriser les acheminements de pétrole et de gaz par le sud, c'est-à-dire Turquie, Iran, Afghanistan, pour réduire l'importance de la route russe qui, elle, est au nord. On constate là, en fait, une vraie vision stratégique qui vise à refouler la Russie pour lui faire perdre l'influence dont elle dispose encore un peu sur son proche étranger, afin de la faire passer du statut de puissance mondiale à celui de puissance régionale. Enfin, le continent africain, c'est un bon champ pour la recherche de nouveaux alliés et de nouveaux marchés. Là, en Afrique, Washington sait, par ses réseaux, prendre la suite des anciennes positions britanniques en Ouganda, au Nigeria, au Kenya, et se substituer peu à peu à la France qui, elle, a laissé vieillir ses méthodes, ses réseaux et ses clients. Pour compléter cette vision du monde, notons que la Libye, l'Irak, l'Iran, le Soudan, Cuba sont les pays bannis, car considérés comme États terroristes et placés sous embargo économique. Alors c'est là qu'on voit que la puissance est incomplète, car de telles positions commerciales, une telle force militaire protège en fait assez peu contre le terrorisme qui vise justement le symbole américain. Je pense aux attentats contre le World Trade Center à New York en 1993, ou en 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Les États-Unis répondent par des bombardements un peu à l'aveuglette du moment que cela touche des pays islamiques, mais cette superpuissance a là véritablement son talon d'Achille. Avec la fin du communisme, disons du bloc de l'Est, on perçoit une certaine difficulté pour les Américains à se passer d'un adversaire. Alors les ennemis, on les grossit comme l'islamisme ou on les fait durer comme Fidel Castro. Parce que pour les Américains, qui se sont toujours définis par rapport à l'ennemi, l'adversaire, indien, l'Europe coloniale, les puissances expansionnistes comme le Japon et l'Allemagne, le bloc communiste, eh bien la disparition de l'URSS leur pose encore aujourd'hui la question de quel rôle international maintenant ? Quel concept plus subtil qu'un leadership à temps partiel ?
La puissance américaine est elle seule, très bien, mais pourquoi faire? En tout cas, à l'échelle des 20 ans qui viennent, il n'y a pas de compétiteur face à cet empire, tant la palette, on l'a vu aujourd'hui, est désormais multiple. La Russie ne peut plus, la Chine pas encore, et l'Europe ne veut pas.